Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Dernière parution. Abdelaziz Arizedi Kaï Mohamed, La diplomatie en terre d'islam, nouvelle édition revue et augmentée, 2022. Badr Karkabi, L'islam politique en Tunisie. Crise identitaire et perspectives séculaires, 2022. Jawad Habibi, Délinquance et incivilité au Maroc. Contribution à l'analyse des politiques sécuritaires, 2022. Alfred Salinas, Algérie, l'empreinte espagnole, 2022. Maria Lucenti, Le monde arabo-musulman et l'Occident dans les manuels scolaires d'Italie et de Tunisie, 2021. Jamel Belaïd, L'agriculture en Algérie. Ou comment nourrir 45 millions d'habitants en temps de crise, 2021. Salem Salah, femme tunisienne, Waqf et droit de propriété à l'époque moderne. 18e-19e siècle, 2021. Bernard Legorgeux, La stratégie numérique du Maroc. Vers l'émergence d'un hub numérique régional, 2021. Kamal Guerroua, L'Algérie révoltée. Entre impasse et espoir de changement, 2021. Hossein Malti, Chronique des années Bouteflika, 1999 à 2010, 2021. Jacques Izoulet, Des chrétiens en Afrique du Nord, 1945 à 1962, 2021. Mustapha Chouiki, La symbolique urbaine. Quelle mondialisation pour la ville maghrébine, 2020. Jacques Pousse, Henri Dunant, colon affairiste pionnier du sionisme, 2020. Fouad Kemache, La nouvelle Algérie au défi de se transformer, 2020. Mohamed Arakat, Dire, Études d'impact et politique publique au Maroc, 2020. Sofiane Bouhdibba, De Carthage à Lampedusa, La migration en Tunisie, 2020. Mohand Aït Ahmed, La Grande Kabylie, Arabisation coloniale et histoire fragmentaire, 2019. Mehni Akbal, Archives algériennes de la France coloniale, réflexion sur la valeur de l'administration communale, 2019. Tahar Khalfoune Dire, Mélange en l'honneur de l'historien Gilbert Meignet, 2019. Ce livre est le deuxième volume d'une thèse de doctorat en cotutelle entre l'Université de Paderborn et l'École pratique des hautes études de l'Université Paris-PSL. Le premier volume est également publié chez L'Harmattan sous le titre « Construction de l'identité nationale ». Triptyque Identité Mémoire Nation. Le grand débat sur l'identité nationale. À Célé, mon épouse, et à Tariq, mon fils. Introduction. Le soir du 15 avril 2019, le monde entier fut bouleversé par les images terrifiantes de l'incendie d'une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'un des monuments historiques considérés comme le symbole de l'Occident chrétien et reconnu à l'échelle mondiale. Très vite s'est mise en place une mobilisation exceptionnelle pour le soutien financier à la reconstruction de l'édifice au statut universel. Le président Emmanuel Macron n'a pas tardé à promettre de rebâtir la cathédrale. Parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond. Non seulement de la perspective des Français, mais également dans le regard international, la cathédrale de Notre-Dame représente l'identité de la France et fait référence à la mémoire chrétienne de l'Europe. Une grande partie des journaux locaux, nationaux et internationaux a réservé sa une le lendemain et encore les jours suivants à l'incendie de cette cathédrale. Dans une édition spéciale, Le Monde titrait « Notre-Dame, notre histoire » ou le journal espagnol ABC « Brûle Notre-Dame, la mémoire chrétienne de l'Europe ». Pour les Français, la cathédrale Notre-Dame de Paris fait partie du patrimoine culturel de leur pays et de leur mémoire nationale. Les catholiques du monde entier n'étaient pas les seuls à exprimer leur compassion à l'égard de la dévastation d'une partie du patrimoine mondial de l'humanité. S'y joignaient des personnes de toutes les croyances ou sans confession. Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, a souligné que le premier à m'avoir envoyé un message est le grand rabbin de France. On a eu des messages du monde entier. Rarement un tel événement a unifié tant de personnes du monde entier,
et particulièrement la société française autour d'un destin commun. En effet, il n'est pas surprenant de constater une telle émotion collective face à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans un pays comme la France qui a instauré le principe de séparation entre les églises et l'État en 1905. On peut affirmer que la réaction des Français était loin d'être inhabituelle. À l'inverse, c'est la réaction immédiate à l'égard d'une telle tragédie qui révèle beaucoup sur la portée du catholicisme pour les Français d'aujourd'hui. Bien que leur appartenance au catholicisme ait connu dès le milieu des années 1970 un recul progressif et que les 100 religions soient désormais les plus nombreuses en France, l'un des principaux enseignements de cette tragédie est le fait que l'État français laïque se compose d'une nation culturellement catholique. Le sociologue et écrivain français Frédéric Martel évoque que même pour les Français qui ne sont pas catholiques, Notre-Dame de Paris incarne un symbole national. Par ailleurs, la dimension européenne de Notre-Dame de Paris est également importante, car elle fait partie de l'Europe et de sa culture commune. Cette cathédrale de style gothique, qui avait fait de nombreux adeptes en Europe, dépasse sa seule signification religieuse réservée au catholicisme, elle se pose en lieu de mémoire pour l'Europe en tant qu'œuvre d'art de l'architecture gothique et pour les Européens catholiques de tradition. L'idée d'une unité européenne et de valeurs partagées en Europe sous le toit du christianisme est répandue depuis le Haut Moyen-Âge, lorsque la distinction entre les chrétiens et ceux d'autres confessions était devenue le critère dominant pour tracer la frontière entre les Européens et les autres. Ce n'est que dans une Europe de plus en plus sécularisée qu'a lieu un débat public sur les valeurs chrétiennes dans la culture européenne, et sur l'importance du christianisme comme l'une des racines du continent. Outre la solidarité collective et la consternation générale autour de l'incendie de l'édifice religieux et national, chez les Français catholiques ou culturellement catholiques, on a pu également constater des condoléances chez une grande partie des musulmans de France qui constituent aujourd'hui la deuxième grande religion de France après le catholicisme. De la part des représentants officiels de l'islam, les appels aux musulmans à participer activement aux soutiens financiers nationaux pour la reconstruction de la cathédrale et à manifester une solidarité et une fraternité aux chrétiens n'ont pas manqué, car selon Kamel Kaptan, président du Conseil des mosquées du Rhône, région avec un pourcentage élevé d'habitants musulmans, autant que leurs compatriotes, les musulmans sont bouleversés par ce sinistre. Et Mohamed Moussaoui, à l'époque président de l'Union des mosquées de France, appela les musulmans de France à élever des prières afin que Notre-Dame de Paris, au lieu de spiritualité et grand symbole du patrimoine de notre pays, puisse être sauvée et protégée. Au moment de l'événement, l'émotion collective et la surenchère de passion et de compassion ont transcendé toutes les barrières politiques et confessionnelles ou non confessionnelles de la société française qui est en grande partie sécularisée aujourd'hui. Malgré cette cohésion de l'ensemble de la population française autour d'un édifice religieux tel que Notre-Dame, il faut tenir compte des champs de tension qui entourent la place actuelle des religions dans l'État français, particulièrement celle de l'islam. Selon le chercheur Franck Frégosi, spécialiste de cette religion, l'islam se caractérise surtout par sa polymorphie, qui se matérialise par la pluralité des modes d'être musulmans en France et qui se prolonge par une non moins étonnante polyphonie. Cette diversité se manifeste dans la pratique de la foi et peut aussi varier selon les différentes nationalités ou les milieux culturels, car la pluralité des modes d'être musulmans provient de clivages liés à l'intensité des différences ethniques, maghrébins, turcs, africains, linguistiques, arabophones, berbérophones, turcophones ou religieuses, islam traditionnel, islam réformiste, islam littéraliste, islam mystique. Pour ne donner qu'un exemple, la réticence des Turcs à l'égard de la construction de grandes mosquées dans les villes de France, comme à Strasbourg, doit être vue également sous l'angle linguistique et ethnique. D'un côté, une grande majorité des Turcs ne comprennent pas les prêches des imams arabes, mais de l'autre il y a un sentiment d'altérité historique entre les Turcs et les Maghrébins qui limite fortement la formation de l'idée d'une communauté de destin et s'ajoute aux rivalités internes entre Algériens et Marocains. En effet, ces rivalités et ces différends multiples ont amené les musulmans de France à s'organiser d'une manière dispersée. L'islam est donc loin d'être une religion monolithique et les musulmans sont loin de constituer une unité en France, entre autres en raison de leur diversité nationale, culturelle, sociale, générationnelle.
Fait qui fut visible dans les attitudes hostiles de certains musulmans face aux appels aux dons pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, car ces derniers n'ont pas fait l'unanimité au sein des communautés musulmanes. Dans ce contexte, il convient de mentionner l'exemple d'un imam à Montpellier qui appela les musulmans lors du prêche du vendredi à ne pas faire de dons pour Notre-Dame de Paris, en expliquant que beaucoup de mosquées étaient en crise financière et qu'elles n'avaient plus d'argent. De fait, la diversité intra-religieuse des musulmans de France n'est pas un phénomène typique de l'islam en France. Dans d'autres pays du monde où vivent des musulmans, il existe également un panorama musulman riche de différences. Mais ce qui est particulier pour l'islam et les musulmans en France, c'est de vivre avec le principe de la laïcité. Un autre pays où les musulmans vivent depuis longtemps avec le principe de la laïcité est la Turquie. Cependant, la laïcité en Turquie ne doit pas être confondue avec celle de la France, même si elle s'inspire du modèle français, car en Turquie la laïcité est née d'un champ de tension avec l'islam et non avec le catholicisme comme ce fut le cas en France. Par rapport au catholicisme et aux autres cultes dont la relation avec l'État français fut réglée juridiquement avec la promulgation de la loi de 1905, l'islam en France se caractérise par une expérience de courte durée avec la laïcité. Les liens entre le politique et le religieux ont connu un retour en moins d'un siècle après cette loi, et se focalisent aujourd'hui sur les relations tendues et complexes entre l'État français et l'islam. Fait auquel le président de l'État français Emmanuel Macron a fait allusion lors de ses vœux aux responsables français des cultes, reçus à l'Élysée en janvier 2018. Il soulignait dans son discours que la République française n'a pas construit le même rapport avec chacune des religions en France. Il a constaté que la loi sur la laïcité n'a pas pensé le fait religieux avec et par l'islam, parce qu'il n'était pas présent dans notre société, comme il l'est aujourd'hui, parce qu'il est lié à une histoire du XXe siècle qui lui a succédé. À cela s'ajoute le fait que la présence des musulmans dans la société française et les débats qui en découlent renvoient à un changement profond de l'identité culturelle de la France. Car sur les plans culturels et cultuels, les musulmans se sont installés au cours des dernières décennies en France d'une telle manière que l'identité nationale des Français a reçu une nouvelle composante, celle de la religion musulmane. Cependant, ce n'est pas seulement la présence des musulmans, arrivés en France au cours des vagues de migration économique à partir de la deuxième moitié du XXe siècle en particulier, qui a contribué au processus de transformation de la société française. Tandis que l'Europe représentait un continent d'émigration au XIXe siècle, elle se transforma au XXe siècle en un territoire d'immigration marqué entre autres par des vagues migratoires musulmanes, surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au XXIe siècle, c'est l'aspect de la globalisation qui est en général responsable des bouleversements sociaux, économiques et culturels dans les différentes sociétés européennes. Afin d'affronter les conséquences de la mondialisation, qui paraît anéantir progressivement les frontières culturelles, et de fortifier le sentiment d'appartenance à la nation française, Éric Besson, le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire lançait officiellement le 2 novembre 2009 à la demande de Sarkozy le grand débat sur l'identité nationale, au centre duquel se trouvait la question principale : qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? En ce qui concerne le contexte international à l'époque du grand débat, il convient de mettre en perspective les initiatives de certains pays visant également à valoriser une identité nationale forte, à l'instar de la Grande-Bretagne, British Value, de l'Alemgan Multiculti, de la Chine, de l'Inde, de la Russie ou de la Turquie. Pour ne citer qu'un exemple, le 31 octobre 2009, la Turquie sous l'actuel président Erdogan, à l'époque Premier ministre, a célébré la 555e année de la chute de Constantinople et de la disparition de l'Empire byzantin à travers l'ouverture du musée Panorama 1453, ce qui n'est pas sans incidence sur la manière de représenter l'identité nationale turque, y compris pour ceux qui possèdent la nationalité française. Selon ses concepteurs, le musée Panorama 1453 est censé être un lieu de mémoire où se cristallise la mémoire collective de tous les Turcs et contribuer à la formation d'une identité nationale turque en se basant sur un événement particulièrement important de l'histoire mondiale, celui de la conquête de Constantinople par l'Empire ottoman. Dans son discours inaugural,
Erdogan soulignait que le musée rappelle l'histoire de la Turquie dont les enfants de la Turquie peuvent être fiers lors de la construction de leur futur. On ne veut pas avoir une jeunesse qui grandit avec un complexe d'infériorité, on veut au contraire voir une jeunesse avec une confiance en soi. Ceci sera possible grâce à ce musée. Dans une certaine mesure, cette citation explique la raison pour laquelle le sujet des musulmans turcs de France, même si ces derniers ne jouaient pas au moment du grand débat un rôle si important qu'aujourd'hui, mérite d'être analysé au cours de ce travail. En tant qu'héritiers d'un empire jamais colonisé, les Turcs ne sont pas seulement fiers de leur passé glorieux, mais ils se définissent aussi en s'opposant aux Arabes ou Maghrébins, ces autres musulmans assujettis par l'Occident et jadis sujets de l'Empire ottoman. Donc, la perception d'être plus colonisateur que colonisé engendre un sentiment de supériorité chez les Turcs à l'égard des populations musulmanes originaires d'Afrique du Nord. C'est pourquoi, en comparaison avec les musulmans d'origine maghrébine, les musulmans d'origine turque se caractérisent par un rapport historique différent. Depuis quelques années, on peut constater un renforcement du poids de l'islam turc au sein de la représentation de l'islam de France. D'un côté, cela est dû à la capacité des courants turcs d'ouvrir des mosquées dont la surface importante a permis d'avoir un grand nombre de votants pour les anciennes élections au Conseil français du culte musulman, CFCM, l'institution qui passait pour le représentant de l'islam et l'interlocuteur des pouvoirs publics jusqu'à sa dissolution au début de l'année 2022. De l'autre, l'islam turc a profité de la concurrence systématique entre les courants de l'islam maghrébin. Entre les années 2017 et 2019, Ahmet Orgas, président du Comité de coordination des musulmans turcs de France, CCMTF, a obtenu le droit de présider le CFCM. À cela s'ajoute le fait que l'islam turc domine les conseils régionaux du culte musulman, même dans des régions qui n'étaient pas historiquement ses lieux d'implantation. Tandis que l'influence maghrébine dans la région Rhône-Alpes, à travers la Grande Mosquée de Lyon pour les Algériens ou l'influence marocaine à travers la Grande Mosquée de Saint-Étienne pour les Marocains, fut longtemps dominante, c'est l'islam turc qui a pris la tête du Conseil régional du culte musulman de Rhône-Alpes pour le mandat 2019 à 2021. En d'autres termes, pour analyser si les musulmans peuvent être considérés comme des vecteurs importants pour la recherche de l'identité nationale en France à l'heure actuelle, il est nécessaire, pour des raisons historiques et sociologiques, de ne pas tenir compte uniquement des musulmans français originaires d'Afrique du Nord qui constituent la majorité des musulmans en France, mais d'inclure également les musulmans originaires de Turquie. Le grand débat mené en France en 2009-2010 constitue une excellente étude de cas de ces interrogations identitaires hétérogènes dans le monde. L'un des angles à partir desquels le sujet de l'identité nationale des Français fut discuté est celui de l'islam. Malgré la position centrale accordée à l'islam au cours du grand débat, la relation entre l'identité nationale et l'islam n'a pas encore été examinée. Afin de combler cette lacune de la recherche, la présente étude se concentre sur les nombreuses questions soulevées par la présence de l'islam non seulement en France mais aussi dans de nombreux autres pays européens ou dans les démocraties occidentales, tant pour les représentants de l'islam que pour les sociétés majoritaires. C'est pour cette raison que dans les chapitres suivants du travail, la question de recherche « Les musulmans sont-ils des nouveaux vecteurs de l'identité nationale ?» sera examinée de plus près. D'un côté, la présente thèse se base sur une approche des sciences humaines et sociales, dans une perspective culturelle, pour analyser le sujet de l'identité nationale, et ainsi ouvrir une nouvelle perspective sur le grand débat de 2009-2010. De l'autre, la présente étude se comprend comme une analyse du champ de discussion sur l'islam de France. Car derrière la construction d'un islam de France adapté au cadre juridique français, qui est depuis longtemps revendiqué par l'État, se trouve non seulement la question de la compatibilité des valeurs entre l'État français et l'islam, mais également la place attribuée à l'islam au sein de l'identité nationale française. C'est pourquoi il convient d'affirmer que l'identité nationale française est inhérente à la construction d'un islam de France. En d'autres termes, l'attitude des musulmans de France envers l'identité nationale française donne des pistes de réflexion quant à la mise en pratique par ces derniers d'un islam de France, se détachant de leur pays d'origine et se focalisant uniquement sur les lois françaises. Par ailleurs, l'un des objectifs du présent travail est d'examiner le grand débat du point de vue des acteurs musulmans qui y ont participé.
Il donne la possibilité aux musulmans de réfléchir sur l'identité nationale en France, sur la compatibilité de leurs valeurs culturelles et religieuses avec celles de la République, sur la question de savoir ce que veut dire être français de confession musulmane en France aujourd'hui. Tandis que le deuxième volume de cette thèse de doctorat porte sur le rôle que jouent les musulmans dans la recherche de l'identité nationale, le premier volume intitulé « Construction de l'identité nationale ». Triptyque Identité Mémoire Nation. Le grand débat sur l'identité nationale porte sur la signification de l'identité nationale en France aujourd'hui. En d'autres termes, le grand débat est un champ d'investigation qui offre un large éventail d'accès sur la construction identitaire de la France actuelle. Pour résumer, l'analyse du grand débat et sa focalisation sur l'islam a la potentialité de faire naître une nouvelle perspective sur l'histoire contemporaine de l'islam en France. Ce travail représente ainsi un élément constitutif pour compléter les recherches sur les musulmans de France. Sa particularité réside dans la méthode appliquée. Il s'appuie en effet sur des études sociologiques, politologiques et historiques et les rassemble via des catégories telles que l'identité et les mémoires collectives tout en prenant le grand débat comme étude de cas pour mettre en pratique cette méthode. Situé à l'intersection des sciences sociales, dans une perspective culturelle et des sciences historiques, ce travail est transdisciplinaire. En raison des défis posés par la présence d'un groupe croissant de Français de confession musulmane, la nécessité d'un nouveau regard sur les contenus de la mémoire collective en France se pose. Dans ce contexte, il convient de souligner que la mémoire collective a tendance à l'homogénéisation et est toujours le résultat d'un processus de construction. Le grand débat se prête à une étude en tant qu'objet d'investigation de ces contextes, car ici, d'une part, la mémoire collective déterminée par l'État se trouve au centre du discours et en même temps, et c'est sa particularité, elle est formulée par certains participants en démarcation de l'islam ou des musulmans vivant en France, notamment au cours du grand débat. Cependant, l'État est loin d'être le seul acteur à contribuer à façonner les identités collectives, ou à déterminer la mémoire collective à travers un grand débat. Certes, il dispose de moyens importants pour orienter des perspectives dans le champ de la politique culturelle subventionnée. Mais les identités, y compris nationales, font l'objet de transactions, de modulations et de transformations par différentes catégories d'acteurs, publics ou privés, et à toutes les échelles, locales, régionales, internationales. En d'autres termes, le sujet de l'identité nationale en France n'est pas un champ exclusivement réservé à l'État français. Concernant le sujet de l'identité nationale, et par conséquent le grand débat, des acteurs tels que l'UE, les différents États étrangers, des ONG et des entreprises privées, géants de l'informatique, exercent un rôle en la matière sans oublier les médias. Au cours des dernières décennies, de nombreux travaux académiques ont été publiés sur l'histoire de l'islam et des musulmans en France, notamment en raison du fait que l'islam s'est placé progressivement au cœur du débat public français. Un des premiers ouvrages, toujours fondamental, sur le développement de l'islam en France et la situation des musulmans en France depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 1980, est celui du politologue Gilles Kepel intitulé « Les banlieues de l'islam. Naissance d'une religion en France, 1987 ». La place des musulmans en France en tant que nouveaux acteurs sociaux et politiques à l'échelle nationale dans les années 1990 fut analysée par la chercheuse Jocelyne Césari qui dressa un portrait approfondi des musulmans en France dans son œuvre « Être musulman en France ». Association, militants et mosquées, 1994. La visibilité croissante des musulmans en France dans l'espace public est due à l'installation définitive de ces derniers dans le cadre du regroupement familial. L'islam trouvant un intérêt social de plus en plus croissant, le politologue Alain Boyer analysait dans l'islam en France, 1998, le développement des identités musulmanes et les causes historiques et sociologiques du fait que l'islam devenait par le nombre de ses adeptes la deuxième religion en France. Un ouvrage de référence largement accueilli ouvrant des regards multiples sur l'étroite interdépendance historique entre la France et l'islam, est celui dirigé par Mohamed Harkoun, intitulé Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours 2006. Dans cet ouvrage, plusieurs auteurs tels qu'Alain Boyer retracent l'histoire des musulmans en France de 1945 à nos jours et la mettent en relation étroite avec le développement d'une identité musulmane.
La politologue Catherine Wihtol de Venden examine ensuite la période après le regroupement familial en 1974 et souligne le lien entre les développements sociopolitiques et la construction des identités musulmanes. Face à l'abondance d'ouvrages sur l'histoire des musulmans, ce travail s'appuiera sur un modèle en 3 phases, établi en tant que paradigme de recherche lors de la systématisation de l'histoire de l'islam et des musulmans en France. L'étude sociologique de Nicolas Titz et les travaux politologiques de Gilles Kepel constituent la base de ce modèle, car comme le montre ce travail, ces perspectives se complètent très bien et offrent une vision différenciée du développement des différents éléments et phases du travail sur la mémoire des musulmans en France. En effet, les ouvrages mentionnés présentent les musulmans en France comme de nouveaux vecteurs sociaux et politiques de la société française. Étant donné que ce travail va un peu plus loin et répond à une question de recherche qui va au-delà de l'état de la recherche sur l'histoire de l'islam et des musulmans en France, il met en évidence des aspects qui n'ont pas encore été couverts par la recherche. Le grand débat offre l'opportunité non seulement d'analyser, à partir d'un exemple actuel très concret, comment la mémoire collective et l'identité nationale se construisent politiquement en France, mais en même temps, en prenant en compte l'histoire contemporaine de l'islam en France, il permet de répondre à la question de savoir dans quelle mesure les musulmans du pays sont considérés comme des vecteurs d'identité nationale. Avant de présenter la méthodologie du présent travail et les sources sur lesquelles se base la recherche, il convient de préciser que le terme communauté musulmane est souvent utilisé au singulier dans des articles scientifiques ou des communiqués officiels de la part des musulmans, ce qui suggère que les musulmans de France peuvent être considérés comme une entité homogène. Afin de prendre véritablement la mesure de leur diversité interne, dont parle Frégosi dans la citation ci-dessus, le terme communauté musulmane sera utilisé au pluriel tout au long de ce travail. Dans le premier chapitre, il sera donné une analyse détaillée de l'extension du grand débat à la question religieuse, notamment musulmane. Quelques semaines après son lancement officiel, il est passé d'un débat inclusif à un débat excluant ceux ayant des valeurs qui ne correspondent pas, selon certains participants au grand débat, à ce que signifie être français. Dans ce contexte, à maintes reprises, les sujets polémiques récurrents sur l'islam et l'incompatibilité entre l'être musulman et l'être français ont fait irruption. Pour saisir la genèse des polémiques autour de l'islam qui ont pu s'observer lors du débat, le deuxième chapitre examine le développement de l'islam d'un phénomène colonial, où l'État français s'est posé en acteur et vecteur des lieux de mémoire musulmans existants encore aujourd'hui tels que la Grande Mosquée de Paris, GMP, en passant par un phénomène migratoire car l'histoire de l'islam en France est étroitement liée à l'immigration, à une composante essentielle de la France, ce Q' indique les estimations sur les citoyens français de confession musulmane. Le développement de l'identité collective fragmentée des communautés musulmanes, élaboré dans le deuxième chapitre, constitue la base du dernier chapitre dans lequel la participation des musulmans de France au grand débat sera étudiée. L'analyse jusqu'ici inexplorée du rôle des musulmans dans le grand débat ouvre des perspectives importantes sur la construction actuelle de l'identité nationale en France de la part de ces derniers, puisqu'il y a un nombre croissant de musulmans socialisés et nés en France pour lesquels la question d'identité nationale française et religieuse se pose de toute urgence. Le sujet de l'identité nationale est sans nul doute un domaine de recherche largement exploré en France, toutefois, en analysant le grand débat en relation avec l'islam, ce travail aborde le sujet sous un angle nouveau. Le grand débat ne renvoie pas seulement au rapport unilatéral de la France avec ses citoyens. Il présente, particulièrement pour les citoyens français de différentes origines, le potentiel de réfléchir pour le présent et pour l'avenir à leur rapport avec la France. Compte tenu du fait que plus de la moitié des près de 5 millions de musulmans de France ont déjà la nationalité française, ce débat nous permet d'en conclure que dans la France d'aujourd'hui, la discussion sur l'identité nationale implique entre autres les identités musulmanes des citoyens de confession musulmane. La question principale du grand débat, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? Touche également les musulmans de France en tant que partie intégrante de la société française, se trouvant sur un pied d'égalité avec les citoyens français. Pour élaborer les grandes lignes de participation musulmane au débat,
Le dernier chapitre est consacré aux acteurs musulmans de plusieurs champs associatifs, médiatiques et intellectuels académiques. Les conclusions tirées du chapitre précédent, particulièrement en relation avec le modèle de phase, seront utiles pour explorer les diverses facettes des acteurs et saisir leurs réactions. Que signifie être français pour les musulmans de France qui apportent chacun des expériences différentes avec la France? Qui a parlé au nom des musulmans de France au moment du grand débat? Et quelle génération représente-t-il? Pour aller au fond de ces questions et présenter les diverses perspectives musulmanes sur l'identité nationale, voici les différents acteurs musulmans engagés dans le débat qui seront évoqués. Au niveau associatif se détachent des fédérations telles que le CFCM et l'UOIF. Seront ensuite étudiés, sur le plan médiatique, les sites musulmans www.safirnews.com, www.ouma.com et www.al-kans.org qui se posent en référence de l'actualité des musulmans de France. Et finalement viendront des voix musulmanes académiques, qui sont en partie extérieures aux grandes associations. En fin de compte, ce travail propose un nouveau regard et contribue à l'élargissement de l'état actuel des recherches en France sur l'islam et les musulmans. Il associe l'évolution générationnelle suggérée par le modèle de phase aux différents positionnements des acteurs musulmans lors du débat, car ce dernier leur offre la possibilité de s'interroger sur leur propre identité qui associe l'être français et musulman. Pour finir, il convient de souligner que l'objectif de cette étude est d'encourager la poursuite des travaux sur la relation entre l'identité nationale et l'islam, afin de fournir de nouvelles perspectives à la question d'appartenance identitaire à la nation France, laquelle revêt toujours un caractère d'actualité et d'urgence, en particulier pour les musulmans de France. En d'autres termes, la présente étude se veut une contribution au développement conceptuel d'un islam qui est géré par des citoyens français de confession musulmane voyant leur place dans l'identité nationale française. Chapitre 1 : Le grand débat sur l'identité nationale et l'islam. L'islam, qui représente la deuxième plus grande communauté religieuse dans l'Hexagone, est l'un des plus grands défis pour la France au XXIe siècle selon Nicolas Sarkozy, car il y a peu de sujets aussi importants que la question de l'intégration des millions de musulmans vivant en France. Alors que fin octobre 2004, Sarkozy affrontait déjà sans complexe le défi de l'islam et les questions délicates liées aux musulmans dans son livre La République, les religions, l'espérance, ces derniers ont de nouveau occupé le devant de la scène pendant le grand débat. Le sujet de l'identité nationale ayant dérivé en différentes occasions vers une remise en question du rapport et de la compatibilité entre l'identité nationale et l'islam, cette affirmation n'est qu'une perspective parmi les différents moyens d'interprétation du débat. Pour Aleb Benchek, président de la branche française de la Conférence mondiale des musulmans pour la paix, la composante islamique est une partie intégrante de la question de l'identité nationale, de sorte qu'elle est inséparable de la nation. Cette thèse avancée dans ce contexte remonte en réalité à la forte présence des musulmans en France. Selon les études de l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE de 2008, 5,3 millions d'immigrés vivaient en France, soit 8% de la population totale. La France étant un pays laïque qui n'autorise pas le relevé d'informations sur la confession religieuse, les données sur l'immigration contribuent à estimer le nombre de musulmans en France. Ceci explique l'amalgame entre musulmans et immigrés dans l'opinion publique en France, selon l'expert de l'immigration Vincent Tiberge. Cependant, comme la présence musulmane en Europe s'est ancrée à la suite des vagues d'immigration dans toute l'Europe, ce couple infernal, musulmans et immigrés, est loin d'être un phénomène français dans les débats sur l'avenir des musulmans en Europe. Les deux auteurs Jonathan Lawrence et Justin Vaïz mentionnent dans l'introduction de leur étude Intégrer l'islam. La France et ses musulmans. Enjeu et réussite que la France compte environ 5 millions de musulmans sociologiques, des personnes présumées de confession musulmane parce qu'elles ont grandi dans un milieu socioculturel musulman. Ces 5 millions de personnes dites musulmanes incluent donc les croyants et pratiquants, mais aussi des personnes qui ne se considèrent pas comme musulmanes, des athées originaires d'un pays musulman et des personnes qui sont de culture laïque, qui sont agnostiques ou d'une autre religion. Cependant, les estimations sur le nombre de musulmans sont sujettes à plusieurs controverses. Dans ce contexte,
Il convient de consulter les différents résultats de démographes ou chercheurs tels qu'Alain Boyer qui estimait leur nombre à 4,15 millions ou Michel Tribala, 3,65 millions de personnes possiblement musulmanes. En comparant les chiffres, on note déjà la difficulté que pose le recensement des musulmans. Le gouvernement veut examiner à travers le grand débat comme l'immigration, et donc l'intégration des immigrés, a changé l'identité nationale actuelle des Français. La page web officielle du grand débat www.identitenationale.fr affirme que le débat va d'un côté mettre en valeur la contribution de l'immigration à l'identité nationale, et de l'autre proposer de nouvelles méthodes pour mieux partager les éléments de l'identité nationale à chaque étape de l'intégration des immigrés. Hormis la question initiale, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? On retrouve deux autres interrogations à l'épicentre du débat. Comment l'immigration a-t-elle changé l'identité nationale des Français ? Comment mieux partager avec les immigrés l'identité nationale française ? En se focalisant sur le sujet de l'immigration dans le cadre du grand débat, le gouvernement avoue ainsi qu'il s'agit d'une identité nationale dont le caractère polymorphe provient entre autres des nouvelles cultures, des modes de vie et des pratiques religieuses. Dans ce cadre, les débats autour de l'islam tels que la nourriture halal dans les établissements publics, la burqa, la construction de mosquées, etc. sont entre autres le signe que la présence de l'islam en France contribue à changer en profondeur l'identité de la France. Cependant, ces questions ne sont pas propres à la société française et la France ne représente pas un cas isolé. Ceci concerne de nombreux pays ouest-européens. La modalité, l'interrogation et les réponses, en revanche, illustrent des spécificités françaises. 1.1 Nicolas Sarkozy et sa relation avec les communautés musulmanes. Avant d'analyser en détail la façon dont l'islam et les musulmans ont été introduits dans le grand débat, il convient d'accentuer le rôle de Nicolas Sarkozy comme l'un des présidents les plus énergiques et les plus audacieux qu'a connu la France, et sans lequel un tel débat n'aurait pu voir le jour. D'après les chercheurs Louis-Jean Calvet et Jean Véronis, peu de présidents en France ont déclenché autant de conflits, soulevé autant de passions et fait l'objet d'autant d'aversions. Dans le cas de Nicolas Sarkozy et de sa relation avec les musulmans par exemple, on peut constater de profondes transformations et une complexité de la personne qui peut changer selon la conjoncture. La page web www.ouma.com va jusqu'à identifier et à distinguer 3 étapes entre 1999 et 2009 en ce qui concerne le rapport entre Sarkozy et les musulmans. L'étape préélectorale, la période électorale et la gouvernance. En tant que ministre de l'Intérieur, Sarkozy a déployé de grands efforts pour la création d'une instance représentative des musulmans en France, car plusieurs tentatives avaient déjà été lancées par ses prédécesseurs depuis les années 1990. Les problématiques étaient surtout liées à la question de savoir qui peut parler au nom des musulmans en France. Autrement dit, quelle représentation pour les Français de confession musulmane ne parvenant pas à s'organiser collectivement ? Sarkozy lui-même décrit la situation qu'il a trouvée comme humiliante pour une partie des musulmans. Selon ce dernier, le fait qu'il soit parvenu à créer le CFCM s'explique essentiellement par la ténacité dont il a fait preuve à ce sujet. Pendant cette époque, il se pose en ami exigeant des musulmans de France et s'en approche. 3 événements témoignent de cette attitude sincère envers les musulmans. En 2003, Sarkozy se rend à la rencontre annuelle des musulmans de France, RAMF, au Bourget, qui a connu cette année-là un afflux record de 20 000 invités. Cet événement était organisé par l'UOIF, dans laquelle Sarkozy avait trouvé un interlocuteur fiable et le plus important partenaire dans la structuration de l'islam de France. Même si Sarkozy fut sifflé par des invités à cause de sa persévérance face à l'interdiction du port du voile pour les cartes d'identité, le politologue Vincent Guesser décrit l'ambiance globale de la réunion en présence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.